Voilà, bonjour, donc je suis au syndicat mixte du Pays des Vosges. Je vais vous présenter le territoire. Moi, j'étais chargée de suivre l'élaboration et le suivi du SCOT. Et puis, dans mon déclinaison du SCOT aussi, j'ai suivi un schéma local des mobilités et mise en place récemment de l'équipe ADS, puisque les territoires sont posés avec cette question-là. Donc là, vous voyez le positionnement géographique. On dit l'habitude de dire un peu qu'on est situé dans le triangle entre Nantes, Angers, Cholet. Donc vous voyez, c'est un territoire qui est éminemment rural, mais quand même sous influence périurbaine, ce qu'on a dû à traiter notamment dans le SCOT, notamment les franges là-haut, le canton de Chantosso, il y a une commune qui a 30 km de Nantes. Ici, on a un secteur qui est sous pression à la fois, influence plus de Nantes et de Cholet. Et là, c'est plus vers Angers, mais donc on a des attractivités différentes. Donc, cette communauté de communes, 70 communes et 130 000 habitants. Et pas de commune-centre. On verra après, sur la question des polarités nous a pris pas mal de temps dans le SCOT parce qu'on a des communes de taille moyenne, les communes les plus importantes, Beaupro, Chemillé, c'est autour de 7 000 habitants. Donc, en point de vue structure, on est un syndicat mixte fermé, c'est-à-dire qu'on est composé de les communautés de communes que vous avez vues sur la carte précédente, de 7 communautés de communes qui y adhèrent. C'est un syndicat mixte qui est ancien, qui a été créé en 1978. Donc, au départ, c'était les communes isolées, les CIVOM, mais bon, peu à peu, c'est devenu les communautés de communes qui ont été adhérents. Donc on a un pôle urbanisme avec le SCOT, donc je suis toute seule sur le SCOT, un service ADS de 11 instructeurs plus une secrétaire de 12 personnes, un observatoire de pays qui est très utile aussi pour nous au niveau de l'ADS puisqu'on a un logiciel de gestion, puis il y a toute autre chose, on va s'en servir pour le suivi du SCOT. Au niveau de l'économie, c'est plutôt sur l'accompagnement des entreprises. Il y a une ORAC actuellement, un service personnes âgées, communication, puis une personne qui s'occupe des politiques contractuelles région Europe, notamment avec des financements pour le plan climat entre autres. Et puis ce qui est important pour nous, notre structuration, vous voyez le syndicat mixte, c'est à peu près 28 personnes, donc moitié ADS, avant on était 15, maintenant on est autour de 28. Et on contractualise pas mal avec des associations de pays, notamment le CPIE Loire-Anjou. On lui a confié pas mal d'actions de mise en œuvre du plan climat. Il intervient dans différents domaines. Pour le SCOT, on a travaillé sur la trame verte et bleue avec eux, par exemple. Le CENDEPI, programmation culturelle, et puis d'autres structures partenaires, collègues des ordures ménagères, antenne de la Chambre d'agriculture, là aussi un partenaire important pour des actions plan climat, parce qu'il y a un volet agriculture. Et puis Mission Bocage, qui est l'association de promotion de valorisation du bocage. C'était pour le cadre. Alors, en parlant un peu de l'énergie, j'ai essayé de faire un petit peu dans le temps, avant le SCOT et l'urbanisme, les élus assez tôt se sont penchés sur l'éolien. Il y a des projets individuels qui ont émergé à partir de 2001, puis ils ont senti la nécessité de réfléchir de manière collective pour voir vraiment les zones de potentialité de l'éolien sur le territoire. Donc il y a eu un schéma de développement éolien qui a été réfléchi et approuvé en juin 2006 et par la suite il y a des zones de développement éolien sur les communautés de communes qui se sont développées. Donc la réflexion collective a été assez ancienne à ce niveau. Voilà, ça c'était un état des lieux des projets et des réalisations en 2012, ce qu'on avait repris dans l'état des lieux pour le SCOT. Je ne suis pas spécialiste dans la manière je vous dirai pas toute la puissance, mais bon, c'est quelque chose qui continue à évoluer. Même si des fois il y a des opposants, mais c'est pas trop fort encore chez nous. Alors donc le plan climat, il y a eu un plan climat, mais l'élément effectivement déclencheur avant, ça a été de faire un bilan carbone en 2009, qui a fait émerger les 3 domaine où il y avait le plus producteur de gaz à effet de serre, donc le transport, vous voyez, qui est très important. Chez nous, c'est vrai que la voiture individuelle, c'est un territoire qui est très dynamique en PME, il y a beaucoup de circulation aussi de marchandises. Il y a l'agriculture, on est un secteur d'élevage, et puis évidemment le résidentiel. Donc après, logiquement, si vous voulez, le plan climat,
s'est appuyé sur ces 3 thématiques pour décliner un plan d'action. Je crois qu'il y avait 25 actions, donc c'est un plan, on voit pas là-haut, c'était 2010-2013, donc il a été approuvé en octobre 2010, et voilà un peu les actions. On continue à travailler sur ces sujets-là. L'agriculture sur les circuits alimentaires de proximité, il y a beaucoup de travail là-dessus. Il y a des réflexions qui sont avancées en termes de méthanisation, il y a un schéma de méthanisation. L'habitat, on était plus sur la sensibilisation, après on va voir dans le SCOT comment on a essayé de le retraduire, parce que des modes de construction durable, vous savez, nous on est quand même le champion des maisons individuelles au milieu de sa parcelle, donc déjà dans le SCOT, quand on a parlé de densité de forme urbaine, il faut avant tout de la pédagogie, faire comprendre, et ça c'est pas simple et ça demande du temps. Donc le transport, intégrer l'enjeu mobilité dans l'aménagement durable, donc territoire rural, pas de transport urbain collectif comme on peut voir dans une agglomération. Donc là aussi c'est des règles comme créer des densités plus fortes à proximité des transports en commun, c'est adapté au milieu urbain, mais chez nous c'est pas les solutions, donc voilà, on a commencé à réfléchir à un bouquet, on va aller dire, de modalités de transport, parce que la mobilité on doit s'appuyer sur plusieurs choses et pas sur une seule, on pourra y revenir tout à l'heure. Voilà, et ça, donc comme je le mets en bas, il y a certains éléments. On a retravaillé avec la personne qui était en charge du plan climat-énergie, puisque vous voyez, il a été prouvé en octobre 2010, et nous, le SCOT, on l'a enclenché en 2009. Donc on a pu essayer de voir ce qu'on pouvait retranscrire dans le SCOT. Donc le SCOT, lui, a été lancé, comme je vous le disais tout de suite, en 2009, approuvé en juillet 2013. Donc on savait dès le lancement que les lois Grenelle allaient arriver en 2010. Donc les élus, dès le départ, ont dit on se lance dans un SCOT, le Grenelle va arriver, on va tout de suite se faire un SCOT Grenello-compatible. Alors c'est un premier SCOT, donc on a fait un petit peu, on pourra aller plus loin ensuite. Alors évidemment, le maître mot en matière d'urbanisme, c'est la maîtrise de l'étalement urbain en limitant la consommation d'espace. Donc on a affiché une priorité absolue donnée à l'optimisation du tissu urbain existant, en fixant un objectif de 30% de production de nouveaux logements au sein des enveloppes urbaines à l'échelle de chaque communauté de communes. Et ça n'a pas été simple à définir, parce que c'était pas clair au niveau dans les textes, mais il y a des SCOT qui donnent la méthode pour développer pour que chaque communauté de communes définisse son enveloppe urbaine. Nous, on a voulu qu'il y ait un cadre déjà fixé dans le SCOT. Donc, on a fait un travail de définition des enveloppes urbaines avec une même méthodologie, et on l'a annexé dans le rapport de présentation suite au diagnostic, pour que ça soit à même l'instant T, ça fixe l'état zéro de la consommation d'espace au niveau du SCOT. Et ça n'a pas été ça, parce qu'à l'époque, l'État n'avait pas de méthode, donc notre méthode, elle n'est pas idéale de définition des enveloppes urbaines. Je dirais que c'est une méthode technico-politique, parce qu'ils avaient bien compris qu'il fallait l'enveloppe urbaine, les 30%, fallait les trouver. Donc il y a eu des définitions au début plus ou moins larges de l'enveloppe urbaine, on a dû un peu recadrer les choses. On est généreux sur certains points, mais on se dit que c'est une première gauche. Certainement, ça sera plus restrictif après. Les services de l'État ont tendance à l'interpréter autrement, mais bon. Parce qu'on a inclus, par exemple, au sein de l'État, des zones AU qui avaient déjà un permis d'aménager dans l'enveloppe urbaine, même si elles ne sont pas complètement aménagées. Donc ça a été un compromis, mais voilà. Il faut déjà voir ce que ça peut donner. Densité renforcée, ça c'est classique, variable selon le type de commune. Alors on a des pôles principaux, des pôles secondaires et des communes non pôles. Donc là, il y a pour vous donner les chiffres, ça doit être, il y a une densité minimum et une densité recommandée, donc c'est 20-25 sur les pôles principaux, 17-20 sur les pôles secondaires et 14-17 sur les non-pôles. Donc là, on suit ça effectivement. Oui. Densité brute. Et puis effectivement, on a vu qu'on était un territoire attractif, comme je disais, par rapport à notre positionnement, mais au départ, on va travailler sur la qualité d'aménagement, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On est un territoire attractif aussi par le prix du foncier qui est plus bas par rapport aux agglomérations voisines. Donc le challenge, c'est un peu d'être attractif aussi, même si on a des atouts, des qualités, mais de travailler sur cette qualité d'aménagement, que ce soit par les espaces verts, par la qualité du bâti. Donc c'est quelque chose qu'on a affiché. Maintenant, il faut le travailler dans la mise en œuvre.
Bon, je vous ai cité, comme vous les connaissez tous, hein, les autres thèmes Grenelle qu'on a dû aborder, la politique des transports et déplacements. Dans le document, on a eu conscience qu'on ne pouvait pas aller au bout de cette thématique dans le SCOT, donc on a affiché dans le dos qu'on allait réaliser un schéma local des mobilités qu'on a fait après. Parce qu'un premier SCOT, les élus étaient très partants, parce que ça faisait des années qu'on tergiversait. Le périmètre du SCOT avait été décidé en 2001. Et en fait, on l'a lancé qu'en 2008. En fait, c'était un périmètre un peu défensif par rapport aux agglos au départ, mais vraiment, si on l'avait lancé plus tôt, ils n'auraient pas été aussi porteurs, les élus là. Ils étaient vraiment prêts, parce que, vous voyez, vu les pressions périurbaines, il y avait des lotissements, qui étaient les communes qui ne maîtrisaient pas par rapport aux services. Donc, quand ils sont lancés, ils ont vraiment pris à bras le corps, et ça a été très porté. Donc, mais à un moment donné, au bout de 4 ans, il y a un moment où on se dit, bon, ils l'ont bien porté, mais il faut s'arrêter là. Et il y a des thématiques qu'on sait qu'on n'a pas approfondi, il faudra revoir plus tard, mais il y a les par étapes. Voilà, donc il y a le TIC, la trame verte et bleue, ça c'est classique avec Grenelle. Alors, au niveau de l'énergie et des limitations des gaz à effet de serre, alors les éléments du plan climat qu'on intègre au SCOT, au sein du PADD, on a affiché la volonté de développement d'une nouvelle approche énergétique en lien avec le plan climat. Alors, production d'énergie, alors les élus ont voulu afficher sans concurrence fortement, même si on n'a pas d'impact au titre du droit des sols sur les documents de planification. Donc, on voulu afficher sans concurrence à l'agriculture à vocation alimentaire, parce que pendant le SCOT, il y a eu quelque chose qui les a choqués, c'est des bonnes terres agricoles qui ont été plantées, 40 hectares en acacia, ils vont voulu s'y opposer, mais c'était pas facile. Dans la production de biomasse, mais à quel prix? Donc voilà, l'affichage, pareil pour le photovoltaïque, le mettre sur des terres qui sont incultes ou sur des bâtiments. Donc voilà ce qui est affiché, la volonté évidemment d'économie d'énergie, encouragement à l'éco-construction, utilisation de matériaux innovants et des opérations exemplaires, mais en fait à consommation très basse. Alors ça, c'est vrai qu'on l'a affiché dans le PADD, mais je vous le dis tout de suite, dans le dos, effectivement, vous évoquez tout à l'heure, on l'apporte en ski. On est à l'époque où la RT 2012 s'imposait. On s'est dit, est-ce qu'on peut aller, déjà si on l'applique, ça sera pas mal. Voilà. Donc, au sein du document d'orientation d'objectifs, donc on a repris des éléments du PCET sur les 3 paragraphes qui font l'objet de plan d'action, agriculture, économie aussi. Agriculture, voilà, vous l'avez, mesures de gestion énergétique pour valoriser la profession agricole, circuit court, filière bois énergie. Alors, nous, on est un territoire de bocage. Alors, la filière bois, oui, avec du local, c'est pas si simple que ça. Donc, je crois qu'il y a une SCIC qui est maintenant au niveau départemental. Parce qu'on a la volonté, si on développe le bois énergie, bon, si on veut limiter les transports, c'est de pas le faire venir de trop loin. Mais voilà, c'est pas toujours évident. L'économie, on a inscrit dans les zones d'activité. Alors, je vous disais tout à l'heure que la densité en habitat, c'était pas simple, mais dire aux élus qu'il faut retravailler la qualité, la densité dans les zones d'économie, ça, c'est encore plus dur. Parce qu'on a un territoire qui est vraiment, même dans le PADD, c'est affiché, c'est le développement économique. Dans la mentalité, c'est très dynamique dans le territoire, mais c'est pas touche à l'économie, aucun frein à l'économie. Donc voilà, faut avancer petit à petit. Et souvent, ils ont mis en exergue le fait que, faut pas consommer d'espace, mais par rapport à la gestion de l'eau, des fois les bassins qui sont imposés, ça concourt à consommer d'espace, donc il y a un équilibre à trouver. Et puis au niveau du paysage, par exemple, ce soit un élément de la trame verte et bleue, on a une réflexion en cours sur une zone d'activité dans le cadre du CRCE où il y avait un réservoir biologique, donc on a vu comment le prendre en compte. Je dépasse un peu le thème énergie là, mais donc on a affiché quand même performance énergétique de l'aménagement de l'habitat, donc à travers les liaisons douces qui limitent les transports, donc l'énergie. Accessibilité de transport en commun, on en a quand même qui traverse le territoire, c'est Anjoubus du département. Voilà, incitation, mais c'est pas imposé, c'est plus des recommandations. L'utilisation du stationnement, ça il y a eu dans une opération de lotissement, mais c'est pas facile non plus. Gestion des eaux pluviales à la parcelle. Après les mobilités, donc sur le territoire, si on n'a pas de grands transports en commun, on a quand même des gares, mais là c'est pareil, les gares elles sont sur le périphérique du territoire, le long de la Loire, donc là encore on va faire des rabattements, mais elles sont plus sur les marges du territoire. Voilà, alors on s'est dit aussi qu'il fallait réfléchir au développement du covoiturage parce que
c'est le plus facile à mettre en œuvre avant de remettre en place des nouveaux systèmes de transport en commun. Donc voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure, le schéma local des mobilités. Je pourrais revenir si vous le souhaitez. Et puis à la fin, donc, on a un petit paragraphe sur l'énergie qui était évoqué dans le plan climat. Donc bon, ça c'est les grands objectifs, hein, économiser l'énergie par la non-consommation, optimisation des ressources, poursuivre la diversification du bouquet énergétique et la production-consommation locale. Par exemple sur les circuits courts, même avec les cantines, les produits locaux, donc tout ça, avec le CRDA, l'antenne de chambre d'agriculture, ça prend pas mal, ça se développe pas mal. Et puis donc développer les énergies renouvelables, donc l'éolien, on en a parlé, l'énergie solaire photovoltaïque, j'en ai parlé aussi. Méthanisation, il y a eu un schéma de méthanisation qui était réalisé par l'antenne de la chambre d'agriculture par EPCI pour voir aussi les entreprises qui pouvaient être intéressantes, qui pouvaient avoir besoin de cette ressource, appuyer aussi sur les déchets agricoles, les déchets produits par le territoire. Et là, dans le plan climat qui va suivre, on va essayer d'aller plus loin dans ce domaine-là. Et donc, je vous parlais aussi de la filière bois-énergie en lien avec le bocage. Accéléré. Donc, effectivement, on a postulé aussi, on a été retenu en tant que territoire énergie positive. Donc, ça, c'est tout récent. La convention a été signée. Donc, voilà, l'ambition est affichée que ce soit un moteur de développement du territoire en réduisant la dépendance extérieure. Et effectivement, on s'appuie sur les énergies renouvelables qu'on veut développer encore. Donc l'objectif, diminuer de 50% à l'horizon 2020. Mais c'est vrai que c'est plus des domaines d'action parce qu'on n'a pas fait comme un territoire qui a dit un chiffrage vraiment précis des gains que ça allait faire. Donc notamment le premier PCET, on a été plus dans la sensibilisation des actions, par exemple sur l'habitat, il y a eu les défis famille énergie positive pour réduire la consommation. Donc ça a bien marché, ça a été refait avec les communes, ça essaime pas mal, mais après il faut passer à une autre peut-être vitesse, mais on a été beaucoup sur la sensibilisation au départ. Donc voilà les 6 domaines d'intervention ciblés dans cette convention de territoire énergie positive. Donc réduire la consommation, bâtiment, les transports, il faut qu'on retravaille là-dessus. Voilà, l'économie circulaire, la diversité, l'éducation à l'environnement, c'est toujours important. Alors après, en matière d'urbanisme, le SCOT, qu'est-ce que ça a donné? Alors c'est vrai, j'en parlais tout à l'heure dans le petit groupe là. Le SCOT, il a le gros plus pour moi aussi, c'est qu'il y a eu avant le PADD, il y a une réflexion prospective et c'est la première fois que les élus ils sont dynamiques entre eux mais se repositionner à l'échelle régionale. Parce que c'est vrai que si on a un développement d'emploi, si on est dynamique, c'est bien parce qu'on est aussi bien positionné dans le Grand Ouest, pas loin de Nantes. Donc on a réfléchi, on a donné des orientations, on a proposé des scénarios et les communautés de communes ont eu envie d'aller plus finement parce qu'à l'échelle de 70 communes, on ne peut pas rentrer, c'est des grandes lignes. Ça les a interrogés et chacune s'est lancée dans un projet de territoire. Et après, quand ils ont réfléchi, qu'est-ce qu'ils voulaient faire de leur territoire, comment ils voulaient décliner les pôles qui étaient définis, quelle vocation ils allaient lui donner plus finement, ce qu'on avait dit dans le SCOT, ben et en plus le DO a donné des objectifs en termes de production de logement, de consommation d'espace, notamment de consommation d'espace, que ce soit habitat ou économique à l'échelle des communautés de communes. Ils se sont dit, si on veut l'appliquer, le PLUI, ça nous semble logique. Donc effectivement, on a sur le territoire cette communauté de communes et 6 PLUI, un qui débute le règlement, enfin 2 qui sont à phase règlement, 2 qui sont en phase PADD et les 2 autres qui viennent de se lancer. Et alors, dans le cadre de ces PLUI, en amont ou au départ, il y a 3 communautés de communes qui ont initié des opérations BIMBI, donc vous connaissez sans doute, je pense, c'est construire dans le jardin, c'est faciliter comment, parce qu'il y a une communauté de communes qui se posait la question, c'est bien beau, mais les 30%, comment je vais les trouver? Alors effectivement, il y avait eu, quand on a défini les enveloppes urbaines, il y a aussi le département, dans le cadre du PDH, du plan départemental de l'habitat, propose de regarder ce qui est disponible, la dureté foncière, donc il y avait une étude, mais je vais plus vite. Donc voilà, on en reparlera plus. Donc les opérations BIMBI, c'est essayer de voir les potentialités de densité à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. Donc il y a eu des architectes conseils qui sont venus rencontrer ça a très bien marché, des entretiens avec les propriétaires, les personnes. Et donc ce qu'il y a, c'est qu'après on s'aperçoit que
Et on peut donner des réponses, mais à un moment donné, il faut intervention de la collectivité pour retravailler le foncier. Donc là, on pense que ça serait intéressant on a un service ADS, et je pense qu'une mise en œuvre, la suivi d'une BIBI, ça pourrait être un projet intéressant à l'avenir. Voilà. Et puis effectivement, on est un territoire, comme je le disais, économique. Il y a pas mal de friches industrielles d'entreprises dans les bourgs, donc il y a des potentialités. Il y a déjà des projets qui sont en cours dans le cadre concours urbaniste durable. Donc voilà, je vais aller plus vite parce que c'est vrai que je suis très bavarde. Voilà. Et puis bon, dans beaucoup de territoires, vous c'était beaucoup plus en amont sur le Thouarcé. On était d'ailleurs venu rencontrer le Thouarcé. Je pense que c'était important pour les élus de voir ce que vous faisiez, de voir aussi ce que ça pouvait devenir. Donc on a créé le service à l'échelle du pays. Là encore, ça n'a pas été tout seul, mais ça est venu assez vite quand même parce qu'il y a des communautés de communes qui l'organisent à l'échelle, mais à l'échelle du pays, ça semblait plus pertinent pour avoir une équipe plus soutenue avec des profils différents. Et puis l'opportunité d'évoquer un lien avec la planification, d'avoir une cohérence d'application du SCOT sur l'ensemble du territoire. Et puis le SIG qui pourrait être un outil intéressant. Et puis là, je vais finir par... Donc on est 12. Et alors en fait, c'était un test pour nous, le service ADS. Parce qu'il y avait un projet de réforme territoriale qu'on est en train de mener. Et c'est vrai que l'ADS, c'était pas neutre, c'est technique, mais pas que. Le fait qu'on ait pu le mener à pays, ça facilitait la réflexion sur la réforme territoriale. Le projet, c'est que chaque communauté de communes se transforme en commune nouvelle à son échelle. Donc là, il y a eu des délibérations. Alors il y a juste, mais bon, je passe très vite, il y a juste qu'une communauté de communes qui va nous quitter, ça va rejoindre le Choletais, mais c'était prévu de longue date. Et toutes les autres, l'objectif, c'est de refaire comme une nouvelle. Il y a juste une qui s'est opposée pour l'instant, donc il faut qu'on traite le sujet. Mais toutes les autres communautés de communes ont dit oui. Et l'objectif, c'est effectivement de faire une grande intercommunauté du Pays des Mauges sous forme de communauté d'agglomération, parce que le fait qu'une communauté de communes, c'est un peu particulier, parce qu'on a un territoire rural, devienne commune nouvelle de plus de 15 000 habitants, ça nous permet. Voilà. Donc ce qui fait qu'on retravaillera beaucoup de thématiques, notamment celle du transport. Et c'est en cohérence avec le SCOT qui disait le but c'est d'exister, de faire poids au niveau régional et d'être entendu. Voilà.